Après les 2 semaines des élections européennes du 9 juin, quelle place tiennent les agriculteurs dans cette campagne un peu folle? Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire, est l'invitée de Face à Michel Taube. Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Michel Taube. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale dans ce nouveau studio mis à disposition par notre partenaire à RKS Productions. Et alors ça tombe bien parce que je voulais inaugurer ce studio avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme on est à quelques jours, semaines des élections européennes, je considère que la campagne électorale des élections européennes a vraiment commencé avec le déclenchement de la crise agricole en début d'année, qui a été ponctuée notamment au Salon de l'agriculture, tout le monde s'en souvient. Et vous êtes la ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Et alors, vous ne trouvez pas qu'on a un peu oublié nos amis agriculteurs depuis qu'il y a eu cette flambée, on va dire, de colère agricole quelques mois après? En fait, je l'explique par le fait que nous avons agi avec le président de la République et le Premier ministre. Nous avons pris plus de 70 engagements et ces 70 engagements ont donné lieu à des décrets, des mesures, des déblocages de crédits pour répondre point à point à cette crise agricole. Et en particulier sur le sujet européen, c'est ce que nous avons porté au niveau du Conseil européen de l'agriculture, une simplification de l'application de la politique agricole commune, qui était un des éléments qui créait la fronde chez nos agriculteurs. D'accord. Mais quand même, par exemple, dans le débat il y a quelques jours entre Gabriel Attal et M. Bardella, on n'a pas beaucoup parlé de la crise agricole. Est-ce que vous pensez que ça n'est plus un des enjeux de l'élection du 9 juin à venir, ou est-ce que vous pensez quand même si on en entend moins parler, même si ça bruisse moins, ça sera un des enjeux de cette élection? Je pense que la situation de l'agriculture est un enjeu européen. Mais les agriculteurs, eux, ne parlent clairement pas de se passer de la politique agricole commune. Ils veulent une politique agricole commune. Ils veulent rester dans l'Europe. Et au fond, ils ont une vision ambitieuse pour l'agriculture européenne. Et peut-être pour cette raison, comme ils sont en adhésion avec ce projet européen, le sujet devient moins national. Et moi, je le regrette, mais cette campagne qui se fait aujourd'hui, elle parle beaucoup de sujets nationaux et pas assez peut-être de ce que nous apporte l'Europe et de pourquoi cette élection est particulière dans l'agenda de nos élections nationales. Après, il y a quand même un eurobashing quand même qui est très important. Et dans les études d'opinion, sur lesquelles il faut être très mesuré, parce que beaucoup de sondages, par exemple, ne publient pas le fait qu'il y ait encore 15 à 17% des Français qui sont indécis. Et il y a des marges d'erreur importantes. Mais enfin, quand même, le Rassemblement national notamment, Reconquête et d'autres, qui sont clairement dans un eurobashing, ont une audience auprès des agriculteurs. Donc, comment vous interprétez cet eurobashing, alors même que l'Union européenne est effectivement un des principaux acteurs de la politique agricole française et le principal budget de l'Union européenne? Donc, comment expliquez-vous cet eurobashing parmi les agriculteurs? Vous ne le voyez pas comme ça? Il n'y a pas d'eurobashing parmi eux? Alors, je vous le redis, moi, je n'ai pas entendu un agriculteur dire on veut sortir de l'Europe ou on veut sortir de la politique agricole commune. Par contre, il y a deux éléments qui génèrent de la colère. Le premier élément, c'est la complexité administrative. Et comme la politique agricole commune, elle a une partie européenne, une partie française, au fond, on met un peu tout dans le même sac. Et c'est à nous d'aller chercher cette simplification. On l'a fait au niveau européen. On est en train de le déployer au niveau français, avec notamment la loi d'orientation agricole, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Et puis le deuxième élément, c'est ce sentiment de concurrence déloyale. Concurrence déloyale liée au libre-échange, et parfois cette confusion, mais qui est très entretenue par beaucoup d'oppositions, qui est de dire les traités de libre-échange, ce sont les décisions qui font du mal à nos agriculteurs. La réalité, elle est tout autre. Le libre-échange existe aujourd'hui. Les marchés sont organisés et effectivement, un certain nombre de pays étrangers se sont organisés pour produire plus et rentrer sur le marché européen. Les traités de libre-échange, c'est l'endroit justement où on régule le libre-échange. On peut mettre des clauses de sauvegarde, on peut mettre des clauses miroirs qui nous permettent de revendiquer, d'avoir les mêmes principes, par exemple environnementaux, sur les marchandises qui rentrent sur notre marché,
par rapport aux principes que nous appliquons à nos agriculteurs. Et donc, je pense que cette confusion qui est savamment entretenue par beaucoup de leaders d'opinion, qui évidemment cultivent la haine de l'Europe, est très grave. Parce que personne n'imagine une minute que la France sera plus forte dans une Europe qui sera plus faible. Et notamment la France agricole. Et notamment la France agricole. Et vous savez, moi je pense profondément que les grands gagnants de l'abstention et du vote pour les extrêmes, ce sera la Russie, ce sera la Chine, et j'ose même, ce sera les États-Unis. C'est-à-dire nos concurrents, notamment agricoles. Nos concurrents géopolitiques et au-delà géopolitique. Et nos concurrents agricoles. Je pourrais aussi énumérer le Brésil et l'Inde et d'autres puissances émergentes qui, effectivement, n'ont aucun intérêt à ce que la France soit plus forte dans une Europe plus forte. Alors là, je dirais les États-Unis, concurrents agricoles et commerciaux, peut-être pas politique par rapport aux autres pays que vous citiez. Exactement, la Chine c'est et la notre Russie. meilleur allié Oui. sur certains dossiers, c'est notre concurrent économique sur d'autres dossiers. Revenons un petit peu en France. Où en est le projet de loi d'orientation agricole ? Est-ce que c'est la grande loi des 10 ans de gouvernance Macron, la grande loi agricole de l'ère Macron qui va aboutir si le processus va jusqu'au bout ? C'est quoi en quelques mots cette loi ? Alors, je le disais, on a une réponse à la crise agricole qui tient en un peu plus de 70 engagements. Et cette loi d'orientation agricole, elle répond à certains de ces engagements. Et c'est au fond une brique dans la réponse que nous faisons. C'est une brique qui va porter sur... Donc, ce n'est pas une porte ou un pan entier de la réponse ? Non. Ça n'est qu'une brique. Notre réponse, elle se fait en plusieurs temps. La loi d'orientation agricole, elle va poser une vision. Elle va notamment reconnaître la souveraineté alimentaire comme un intérêt et agricole comme un intérêt fondamental de la nation. Elle va reconnaître l'agriculture comme une activité d'intérêt général majeur. Ça, c'est essentiel. Et elle va poser les fondements de la transmission des domaines agricoles. Vous savez qu'un agriculteur sur 2 va partir à la retraite. Et donc, tout son objectif est de mieux former les futurs agriculteurs et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. Et dernier point, elle va simplifier un certain nombre de sujets agricoles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les haies, la construction de bâtiments d'élevage, la construction d'ouvrages de stockage d'eau, qui sont aujourd'hui, qui prennent beaucoup de temps par rapport aux besoins qu'on peut en avoir. D'autres projets législatifs vont suivre. Je pense notamment à un projet sur les phytosanitaires. Je pense également à un projet sur un enjeu très important qui est le revenu des agriculteurs dans les négociations commerciales que leurs transformateurs ont avec la grande distribution. Et puis, il y aura un volet agricole dans le projet de loi de finances 2025. Donc, vous voyez, c'est une réponse multifactorielle. Surtout, ce qui est très important aussi, c'est que ces briques, elles doivent permettre de mettre l'ensemble du monde agricole autour de la table. Là, on fait les réponses d'urgence, les réponses rapides, pour se projeter dans le futur et travailler territoire par territoire sur des contrats de territoire qui croisent l'impact du dérèglement climatique et les nouvelles pratiques agricoles. Juste une question que m'inspire votre propos. La trésorerie des agriculteurs, elle s'est améliorée de ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça faisait partie des revendications d'être... Beaucoup d'entre eux étaient étouffés et presque au bord de l'asphyxie financière. Vous parliez de 70 engagements. Est-ce que là, il y a eu du concret pour eux ? Oui, tout à fait. Nous avons libéré notamment tous les préfinancements sur le gaz, le gazole, le GNR. Ils ont été libérés tous. Ça a été libéré dès le mois de février. Un plan d'urgence sur la viticulture également, un plan d'urgence sur l'élevage et des mesures de trésorerie spécifiques que nous avons construites avec les banques. Il y a les sujets de trésorerie. Il y a aussi des exploitations qui ont des problèmes, je dirais, qui sont moins de trésorerie ponctuelle que d'accumulation de dettes et qui n'arrivent pas à se sortir de ces situations. Oui, d'ailleurs, certains en sont arrivés à des situations désespérées, à des suicides. Vous avez d'ailleurs, je crois, un délégué ou l'équivalent d'un délégué interministériel au mal-être agricole, Olivier Damézin. Et moi, j'interviens personnellement auprès d'un certain nombre d'agriculteurs qui
m'interpellent, parfois sur les réseaux sociaux, parfois lors de visites, parce qu'effectivement, ils ont le sentiment d'être pris dans un étau. Ils ont de la dette contractée au moment de la transmission de leur exploitation. Ils ont eu une exploitation qui a moins bien tourné que prévu. Souvent, il y a des événements climatiques qui leur ont fait perdre 1, 2, 3 ans de récolte. Et ils se trouvent dans des situations où ils ne sont plus en situation de demander des rallonges à leur banque. Et là, nous avons un dispositif qui sera prochainement déployé pour traiter spécifiquement ce type de situation et effectivement permettre à ces agriculteurs de pouvoir continuer leur activité. D'accord. Vous revenez de Vivatech, je crois, qui est, on va dire, le sommet mondial du numérique et de l'intelligence artificielle, version française. Qu'est allée faire la ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire à Vivatech? Pourquoi c'était important d'y aller? C'est très important parce qu'on a souvent une image sépia de l'agriculture. On parle de paysans, on parle de tradition, on parle de terroir. Tradition, terroir, tout cela est parfaitement exact. Mais l'agriculture, c'est aujourd'hui une activité qui est extraordinairement innovante. Nos agriculteurs ont l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle pour piloter leur agriculture, pour organiser l'irrigation, pour prévoir les moments où ils vont faire les semis. Et Vivatech, c'est un endroit où nous allons avoir des solutions de l'agritech. L'agritech, ça va être les solutions qui vont nous permettre, par exemple, d'améliorer les outils d'aide à la décision, l'utilisation de données satellites, l'utilisation de capteurs pour réduire l'utilisation de l'eau. On voit bien l'intérêt au moment du dérèglement climatique. Ça va être aussi des solutions pour diminuer l'utilisation des phytosanitaires, tout ce qui est solution de biocontrôle, par exemple, ou de biostimulants, et réduire l'utilisation d'engrais. Et puis, ça va être tout ce qui est robotique et agriculture de précision. Par exemple, des robots qui vont remplacer l'homme sur les activités qui sont les plus pénibles, ramasser les fruits en arboriculture, désherber dans certaines cultures maraîchères. L'agriculture, c'est moderne. L'agriculture, c'est extraordinairement moderne, c'est passionnant, c'est de l'innovation sur le vivant, c'est probablement ce qui est le plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Les spécialistes de l'innovation ont l'habitude de dire que les solutions fondées sur le vivant sont celles qui offrent parfois le plus de perspectives. Et moi, je le vois concrètement dans les solutions proposées par des startups de l'agritech. Tradition et modernité, je pense que c'est un couple qui va très bien pour la France, pour les Français et pour les agriculteurs. Deux, trois petites questions pour terminer. Qu'est-ce que vous dites à un paysan qui vous dirait « je ne vais pas aller voter le 9 juin aux élections européennes » ? Je lui dis la même chose que je dis à des jeunes, parce que je l'entends beaucoup sur le terrain. Je leur dis, il ne faut jamais laisser d'autres décider pour vous, même si votre voix compte parmi beaucoup d'autres voix. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous disais à l'instant, les grands gagnants de l'abstentionnisme, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Européens, c'est aucune personnalité politique européenne. Ce sont les géants qui, aujourd'hui, ont tout intérêt à ce que l'Europe soit plus faible. C'est la Russie, c'est la Chine et c'est d'autres pays. Deux petites questions pour terminer plus personnelles. Quelle est la continuité entre vos différentes fonctions gouvernementales? Vous avez été en charge de l'industrie, de la transition énergétique, aujourd'hui de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. C'est quoi la ligne directrice Je crois qu'il y a un mot qui fait le fil rouge de ces différents portefeuilles, c'est souveraineté. Quand j'étais à l'industrie, j'ai travaillé à rebâtir une souveraineté industrielle, réindustrialiser la France. Je suis très fière d'avoir, derrière le président de la République, recréé de l'emploi industriel en France, fait en sorte qu'il y ait plus d'usines qui se créent en France que d'usines qui se ferment. Et il faut avoir en tête que c'est très nouveau. Cela faisait des années, je crois que continuellement, entre 2000 et 2016, la France a détruit de l'emploi industriel chaque année, à l'exception d'une seule année. Depuis 2017, le président de la République a créé de l'emploi industriel chaque année, à l'exception de l'année du Covid, parce que tout le monde comprendra pourquoi. Et cette réappropriation de l'industrie en France, elle est très importante, pas seulement pour des raisons économiques, mais parce que ce sont aussi des emplois qui payent bien, dans des territoires qui ne sont pas des grandes agglomérations. Les usines, c'est dans des territoires périphériques, c'est dans des territoires ruraux, souvent qui se sentent abandonnés. Et c'est là où on peut justement lutter aussi contre les extrêmes.
Une dernière question, comment fonctionne la parité à la tête du ministère de l'Agriculture? Vous êtes ministre auprès de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Donc il y a deux ministres en fait. Comment ça se passe entre vous deux? Eh bien, on s'est réparti les portefeuilles en s'inspirant aussi de mon expérience passée. Et donc, sans surprise, je pilote tous les aspects industriels en lien avec l'agroalimentaire, tous les aspects d'innovation, évidemment, mais également les aspects énergétiques, ce qui me permet de reprendre des sujets que je portais au ministère de la Transition énergétique. Tout le sujet de la sobriété, des intrants, les phytosanitaires, l'eau, les engrais et également les relations commerciales, EGalim, comme on dit. Donc en fait, Voilà. des sujets que j'ai portés quand j'étais à Bercy. Le duo fonctionne bien. Et à l'énergie, tout à fait. Très très bien. Bah, écoutez, vous avez employé un mot qui est celui de souveraineté. Je pense que l'enjeu des élections européennes sera effectivement de quelle souveraineté veut-on? Une souveraineté que française ou une souveraineté française et européenne? C'est peut-être ça un des enjeux de cette Mais je élection. crois surtout qu'il y a un mythe qui serait que la France serait capable, avec ses 67 millions d'habitants, de citoyens, d'assumer seule sa souveraineté contre le reste du monde. Lorsque vous faites des investissements dans le numérique, lorsque vous faites des investissements dans la santé, lorsque vous faites des investissements même dans l'agriculture, il faut pouvoir déployer des solutions sur des millions de personnes. Et c'est ce que nous permet l'Europe. L'Europe, c'est 27 pays qui ont décidé, parce qu'ils partageaient des valeurs et une vision commune des choses essentielles, de mettre leurs talents ensemble pour rendre chaque État membre indépendant et plus fort. Et personne n'a l'intention de dissoudre son identité nationale au sein de l'Europe, mais tout le monde est très fier d'être européen, en plus de son identité nationale. Le 9 juin, allons voter, contrairement à ce que disent certains comme Michel Onfray et d'autres, et lesquels je ne suis pas d'accord. Et Madame la Ministre, je vous remercie. Votons et votons bien. Merci. Merci.